Donc, je vais vous présenter le projet GREAC dans lequel je me suis insérée avec mes méthodologies autour du SIG afin d'aider David Poilane dans son projet qui est de cartographier les prospections archéologiques. Donc tout d'abord, il va vous présenter le projet, puis je vous montrerai comment des différents types de données que nous avons eues, donc à la fois récoltées par l'opération GREAC, mais aussi par l'IGN, nous allons réussir à obtenir des cartes de chaleur et de représentation. Donc le projet GREAC, c'est un projet de prospection à grande échelle. Donc je suis David Poilane, le responsable du programme de recherche archéologique, donc qui a été réalisé avec le soutien du ministère de la Culture et qui a consisté à rechercher et localiser de nouveaux ateliers de production de céramique, datables entre la période gallo-romaine et la période actuelle. Donc sur une grande partie de la Seine-et-Marne que vous voyez ici, hein, et puis une partie de l'Aube, ici donc le Grand Est. Voilà. Alors il y a donc 4 secteurs, les principaux étant celui-ci dans Seine-et-Marne et celui-ci dans l'Aube, et 2 secteurs périphériques qui ont beaucoup moins été travaillés mais qui ont quand même existé, un autour de Villadin dans l'Aube et une série de petites opérations dessinées sur un tracé un peu allongé comme j'ai représenté ici. Alors, nous durant donc entre 2019 et 2024, nous avons réalisé une série d'opérations. Alors ici, je ciblerai que sur la partie sénémanaise, la plus importante de toutes, hein, celle-ci là, le secteur de Donne-Marie d'Ontilly. Et donc là ici, c'est donc la vue donc sous SIG des différentes opérations qu'on a réalisées. Donc c'est juste la visualisation des surfaces couvertes par les prospections pédestres. Donc toutes celles-ci ont été réalisées avec des GPS de randonnée et on a utilisé ces dispositifs pour géolocaliser différents mobiliers archéologiques qui nous permettent de voir apparaître différentes occupations, comme c'est le cas ici, et avec un code couleur de pouvoir distinguer les différentes périodes. Donc on a géolocalisé à la fois les mobiliers, mais également, ce qui n'apparaît pas ici tout de suite, les cheminements des prospecteurs. Si je la retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Et donc c'est tous les tracés en pointillés bleus que vous voyez apparaître à l'écran. Voilà. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple ici d'un site où se mêlent différentes occupations. Hop, voilà. Voilà, donc là vous avez une occupation. Donc là, les étoiles roses sont des éclats de débitage néolithique et les petits points rouges et orangés, c'est une occupation gallo-romaine. Donc avant l'occupation, avant l'intervention de Gaël, donc on rentrait toutes ces opérations manuellement et c'était un coût extrêmement, c'était chronophage. Et donc je vais laisser Gaëlle développer le projet, mais donc l'idée c'est que elle a permis d'automatiser l'application et de simplifier le travail de post-traitement de terrain. Donc ce projet nécessitera des données IGN et l'utilisation de Python et de QGIS. Donc j'ouvre un projet QGIS et ensuite j'importe différentes librairies qui seront utiles pour les différents géotraitements et manipulations que je vais utiliser dans QGIS. J'ajoute cela et la suite du code me permet ensuite de pouvoir demander à l'utilisateur quels sont les dossiers dans lesquels je veux travailler. Donc où sont les données GPS et où est-ce que l'on veut exporter ensuite les shapefiles ou les autres documents que l'on va produire à la suite de ce code.
Ensuite, j'ajoute des données de la BD Topo, étant donné que je travaille sur différents départements. J'ai mergé, donc concaténé différents shapefiles ensemble, les communes et les départements, afin de n'en avoir qu'un seul à utiliser et à prospecter. Donc cette boucle me permet d'aller chercher dans les différentes BD Topo, les différents dossiers, uniquement les données de communes et de départements et de les mettre ensemble. Et ensuite de leur donner une petite symbologie particulière, donc des lignes noires ou grises et un fond transparent afin de garder quelque chose de léger, ainsi que des étiquettes, particulièrement pour les départements, pour éviter de surcharger la carte. Mais on pourrait développer davantage si besoin. On peut donc ajouter ceci, et vous voyez, on a bien la Marne, l'Aude, ainsi que la Seine-et-Marne et la Haute-Marne ajoutés à notre document et qui apparaissent sur notre carte. Par la suite, on va convertir les données GPS en données shapefile tout en récupérant les champs qui nous intéressent, donc différentes informations comme la date de production de la donnée ou alors des attributions particulières comme écofac ou artefact. La période, par exemple, aussi est très importante puisque c'est des matériaux archéologiques prospectés, donc on a différentes périodes qui sont renseignées comme gallo-romain et ainsi de suite. Donc cette première partie avec cette boucle permet de réattribuer correctement les informations. Exemple, le cuivre et le fer, donc Fe et Cu, sont des éléments de métallurgie. Et ainsi de suite. La céramique peut, elle, servir à la construction, mais aussi comme poterie, en fonction des besoins et des identifications. Donc cette grande boucle permet de parcourir les différents fichiers, et là, suite au nom des différents fichiers, de pouvoir réattribuer correctement les différents champs qui nous sont nécessaires. Comme on peut le voir, le type morpho-fonctionnel, les matériaux, le type fonctionnel, etc. Vous avez un exemple ici avec les track points, donc les traits, et ici la table attributaire de nos artefacts. On peut voir qu'on a toutes les informations bien rendues, même quand il ne s'agit pas de données archéologiques. Ensuite, cette donnée est mise en forme en 2154, puisque ce qu'on cherche à obtenir, c'est quand même une carte en Lambert 51. Elles sont rechargées dans QGIS et permettent ainsi de faire une symbologie particulièrement adaptée. Ici, les couleurs en fonction de la période archéologique et les formes en fonction du type morpho-fonctionnel. La symbologie, par règle, a été un peu plus complexe à mettre en place et elle a eu besoin de créer une boucle forte afin d'adapter le tout avec différentes fonctions. Ensuite, elle est appliquée. Et on va pouvoir donc voir qu'effectivement, ici, on a différents symboles en fonction de la période et du type de l'objet, ce qui est une information assez importante pour les archéologues. On peut voir aussi les traits. Donc, ensuite, on va déterminer à partir de nos lignes, donc cheminement, des aires d'opération afin de pouvoir identifier les zones prospectées et les parcelles prospectées par la suite. Pour cela, on va créer une enveloppe convexe et transformer donc nos track points, donc nos cheminements, en un polygone. J'ai donc utilisé le géotraitement des enveloppes convexes pour pouvoir entourer ces aires. Donc vous avez le détail du code ici. Et enfin, l'exporter en shapefile, toujours en 2154, pour pouvoir l'utiliser et le sauvegarder correctement. On lui donne une petite symbologie aussi en particulier pour que ce soit bien repérable. Vous voyez, une fois que le code est lancé, ça y est, on a nos enveloppes convexes qui correspondent pour chacun une entité avec différentes informations. Ensuite, on va identifier les gisements. Pour cela, on va passer, grâce aux points des artefacts, des cartes de chaleur qui seront ensuite transformées en masques binaires et nous permettront d'obtenir des polygones. Pour ce faire, on réutilise la couche des points et on va ensuite pouvoir créer une couche point temporaire où il y a uniquement les données artefacts et des structures qui sont des éléments anthropiques.
Ensuite, on peut produire une carte de chaleur à partir de ces éléments, identifier ici le radius de nos... Enfin, les paramètres de notre carte de chaleur. Donc ici, j'ai décidé de choisir 120 en radius et en pixels 25, histoire d'avoir de petits pixels et tout en n'étant pas trop petits pour que ce soit cohérent avec les prospections. Je décide aussi de donner des couleurs particulières à ma carte de chaleur afin qu'elle ressorte le mieux possible. Vous pouvez le voir ici, donc une fois la carte de chaleur produite, donc les artefacts temporaires, et on peut effectivement voir des zones très denses et des zones beaucoup moins denses. Donc là, vous voyez ce que ça donne avec avec une carte de chaleur très grande. Je vais réduire du coup et changer mes paramètres avec ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et vous voyez, on a quelque chose de plus esthétique et de plus adapté aussi à notre demande. Ensuite, on va chercher à faire des masques de densité en prenant en compte du coup cette carte de chaleur et les pixels qui renseignent un certain nombre de données d'artefacts archéologiques. Donc là ici la 5 a été notre élément, donc les pixels qui n'ont pas 5 points ne sont pas colorés en blanc, les autres restent noirs. Et ainsi, on peut déterminer les zones où il y a certes des artefacts, mais pas en assez grande quantité pour produire des gisements archéologiques. De ces masques, on va du coup pouvoir en extraire des polygones avec la suite du code, donc en supprimant uniquement les zones noires, et donc on va ensuite créer des polygones qui vont reprendre exactement la forme des pixels. Seulement, ils ne sont pas très esthétiques, donc on va dissoudre et les lisser afin d'avoir quelque chose de plus cohérent et de plus avec des contours moins marqués et plus proche de la réalité. Bien sûr, ensuite, ces données seront probablement étudiées par les archéologues et seront confrontées avec leur propre jugement, puisque bien sûr, ce genre de méthode doit être confronté aussi à l'appréciation humaine. Donc, de ces gisements, j'en extrais une deuxième couche qui est plus construite avec beaucoup plus d'informations à l'intérieur, et on lui a donné une petite symbologie turquoise, alors qui a demandé pas mal de lignes de code, mais qui rend bien à la fin. Et on a, comme vous le voyez ici, le nombre de sites. On a aussi le nombre d'artefacts par gisement, donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre d'informations. Et dans un second temps, on va réintroduire d'autres informations telles que les points comment expliquer ça? Les points de concentration des gisements, donc le centre des gisements, donc avoir le X et le Y. Ensuite, on va confronter ces données archéologiques aux données administratives françaises, donc les parcelles ainsi que les communes prospectées, afin d'identifier quelles sont les parcelles et vérifier qu'on a bien les autorisations de prospecter, puisque l'archéologie se réfère à différentes lois françaises et tout ne peut pas être fait. C'est donc des données très importantes. Donc grâce à un premier filtre appliqué sur les communes, je vais pouvoir identifier toutes les communes et avoir leur code INSEE qui ont été prospectés. Et ce code INSEE va me servir d'élément d'intersection pour sélectionner et demander à l'API du cadastre français de me sélectionner toutes ces données. Cette API, comme vous pouvez le voir, c'est une boucle, donc, puisqu'elle va tourner en rond autour de mes codes INSEE, donc de mes communes. Et une fois utilisée, vous pouvez voir qu'effectivement, les parcelles apparaissent. On a cependant des zones où les parcelles n'apparaissent pas, alors il faut un temps de chargement. Mais il y a aussi des manques au niveau de l'appel de cette API, donc probablement des erreurs dans leur fonction. Donc d'autres solutions seront peut-être envisagées par la suite. Et tout comme pour les CA communes, je vais ensuite pouvoir procéder à une sélection de toutes les parcelles qui vont intersecter ou contenir mes opérations archéologiques afin de pouvoir dénombrer quelles sont, avoir leurs numéros et leurs identifiants. Ce qui va me permettre donc d'avoir une carte complète avec les éléments prospectés. Comme vous pouvez le voir ici, je vais pouvoir sélectionner les parcelles qui auront été prospectées archéologiquement. Donc on obtient quand même beaucoup d'informations, bien que certaines soient encore à évoluer et à travailler. Et ensuite, toutes ces cartes seront... Il reste encore de nombreuses choses et de nombreux champs dans lesquels nous devons aller, tels que
proposer cette base de données à d'autres chercheurs, mais aussi publier ces données. Donc on a encore beaucoup de travail dessus, dont le développement d'une base de données PostGIS.